lorsqu'on essaie de regarder les puissances en place et les déclarations qui se font aujourd'hui, on se rend rapidement compte que l'Afrique est entourée. L'Afrique est en danger. Et tous ceux qui sont en Afrique ne comprennent pas qu'à côté d'eux, il y a des intérêts qui se jouent contre eux. Parce que rien que dans le golfe de Guinée, lorsqu'on voit aussi ce qui se passe au Mali, lorsqu'on voit ce qui se passe, ne serait-ce qu'en République centrafricaine, on voit donc que partout là-bas, ça chauffe. Partout là-bas, il y a des intérêts. Où la Russie est aussi en conflit avec l'Occident. Et puisque l'Afrique contient beaucoup de matières premières, chacun y vient pour avoir son lopin de terre et pour être le chef de terre. Parfois, ce n'est même pas à côté. Parfois, c'est un peu loin. Mais ils vous surveillent. Si les États-Unis sont en guerre, si la France est en guerre, eh bien, ces pays-là, parce que nos chefs d'État sont en réalité leurs valets, eh bien, on va entrer en guerre. On va entrer en guerre. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que il faut savoir que non seulement il y a des accords militaires qui ont été signés depuis les années 1960, qui ont été renouvelés par des accords militaires entre la France et certains pays africains, particulièrement les pays francophones. On n'oubliera pas que justement, en 1940, et oui, que ce fut au Congo, où le général de Gaulle, et particulièrement à Brazzaville, avait créé ce qu'on appelle l'Afrique équatoriale française, regroupant entre autres la République centrafricaine, le Gabon, le Congo, le Tchad, et puis le Cameroun qui est venu s'ajouter. On n'oubliera pas que c'est là où il y avait le Conseil de défense. Et que c'est à partir de là que, bien sûr, 7000 soldats avaient été mis à la disposition de Gaulle pour aller sauver la France. On n'oubliera donc pas également que bien avant d'aller prononcer le fameux discours de Londres en juin 1940, qu'il était d'abord venu en Afrique. Là où il y a des intérêts stratégiques et là où il y a encore beaucoup plus d'intérêts qu'avant. On n'oubliera pas que le même général de Gaulle, en 1944, était encore arrivé à Brazzaville avec les chefs de comptoirs coloniaux, donc les Éboués et consorts, lieutenants, pour encore bien ficeler cela, solidifier cela. Et entre-temps, bien qu'ayant proclamé l'indépendance à la va-vite, on a constaté que ces pays africains n'étaient pas indépendants et que ces pays africains continuaient toujours à recevoir ce qu'on appelle les injonctions de Paris. La France a accusé, par exemple, la Russie de recommencer le système de colonie, d'impérialisme, d'aller s'installer en Ukraine. Et pourtant, cette France
a bien des bases militaires en Afrique. En 1966, De Gaulle avait demandé à l'armée américaine de quitter la France parce que lorsqu'un pays est souverain, une armée étrangère ne peut pas stationner sur son sol, ne peut pas avoir une base militaire. C'est comme ça que les Américains avaient quitté la France. Comment peut-on donc comprendre qu'aujourd'hui, les pays africains prétendent être indépendants? La France dénonce les colonies ailleurs, mais a des bases militaires permanentes. Au Gabon, au Sénégal, sans pour autant oublier, en Côte d'Ivoire, même dans l'île de la Réunion, et bien sûr à côté aussi il y a le Tchad. Et ce n'est pas tout. Là où c'est beaucoup plus grave, c'est que la France qui accuse la Russie de créer des colonies, est installée dans un pays qui pourtant est indépendant en 1977, depuis 1977, à savoir Djibouti. La France reste là-bas et n'a jamais quitté ce pays depuis 1862. Et c'est Djibouti, à partir de Djibouti, que la France aujourd'hui peut agir dans n'importe quel pays, tout comme la France, à partir de la base militaire de ce qu'on appelle le Gabon ou ceci, peut agir. Mais à Djibouti, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que c'est là où il y a une autre guerre qui se joue. La vraie guerre mondiale. Parce qu'il faut savoir que la France est installée là-bas, dans ce qu'on appelle le centre Lemonnier, sans oublier par exemple que au Gabon, quand vous regardez, hein, il y a Charles de Gaulle, juste la base, au niveau de l'aéroport Liomba. Ils sont installés de façon permanente. Mais, là, ils sont aussi installés, capables d'agir avec des bombardiers, avec des chars, des véhicules blindés, et tout et tout. C'est à Djibouti. Djibouti, c'est un petit pays de 23 700 km². Mais la France est partie s'installer là-bas en y mettant d'abord 1350 soldats. Et pourquoi? Parce que là-bas, à Djibouti, il faut savoir que c'est là où passe la plupart du pétrole brut. C'est le 4e point du monde. Et ce pétrole brut doit être contrôlé, par exemple, pour le Japon, ça représente même 90%. Et du coup, les Américains sont arrivés avec les GIs. Ils sont arrivés accueillis par la France. Ils étaient 4 000, puis 6 000, avec leur armée. Là-bas à Djibouti. Par la suite, en 2011, la France a commencé à accueillir les Italiens, les Espagnols, qui sont arrivés. Les Chinois sont même arrivés aussi là-bas, parce qu'ils ont acheté une bonne partie du port, pour aussi installer une base. C'est-à-dire qu'ils ont dit que nous étions en train de, nous voulons installer un truc pour le port. Ce truc-là s'est déjà transformé en base militaire. Les Japonais qui n'ont jamais eu de base militaire à l'étranger ont aussi déjà créé une base militaire à Djibouti. Donc à Djibouti, non seulement il y a la base militaire française qui est en collaboration avec celle américaine, sans oublier les Espagnols, les Italiens et tout ça. Donc, ce qui se joue là-bas, en contrôlant tout, ils peuvent intervenir à tout moment. C'est un pays souverain. Là-bas, ils ne parlent pas de colonie. Là-bas, ils sont installés, peuvent agir comme ils veulent. Ils peuvent aller rapidement bombarder la Côte d'Ivoire en 2011. Comme ils ont fait, les avions français, boum, on déloge Gbagbo. Là-bas, ce n'est pas un pays indépendant. Ce n'est pas un pays souverain. C'est l'Ukraine qui est un pays souverain. Et c'est pour
que nous disons toujours, critiquer la France, ce n'est pas être anti-français, puisque d'ailleurs les hommes politiques français eux-mêmes critiquent. C'est qu'on entre dans la logique, on veut une certaine logique. On ne peut pas condamner telle chose chez Poutine et on fait ça contre les Africains. Donc, nous sommes des animaux. Nous ne pouvons pas réfléchir. Nous ne pouvons pas aussi revendiquer notre autonomie. C'est là la difficulté. Et la plus grande difficulté dans tout ça, c'est que justement, lorsqu'il s'agira d'aller intervenir, eh bien, on va imposer ça aux Africains. Regardez déjà que les Américains, alors que beaucoup d'États africains ont déclaré être non alignés, ont décidé d'infliger des sanctions. D'ailleurs, Ramaphosa, le président sud-africain, avait dénoncé cela à l'ONU en disant « mais ce n'est pas possible. Vous n'allez pas nous demander de nous aligner derrière le bloc occidental alors que nous sommes non alignés. Nous ne voulons pas entrer dans cette guerre. Cette guerre, ce sera donc quoi? On vit ici, on vit là, on vit ici. C'est à vous de choisir. Et le pire aujourd'hui, c'est que l'Afrique est divisée. Alors que les Européens sont unis, l'Afrique est divisée. Pour des intérêts encore impérialistes. Regardez ce qui se passe par exemple au Mali. On se retrouve avec, aujourd'hui, 46 soldats que, bien sûr, le Mali, par le truchement de son président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qualifie de mercenaires. Mais Alassane Ouattara, lui, il a aussi couru au niveau de l'ONU. Et qu'est-ce qu'on a vu? Le secrétaire général de l'ONU a tout simplement déjà pris le parti d'Alassane Ouattara en disant « ce ne sont pas les mercenaires ». Ça veut donc dire quoi? Derrière cette histoire, puisque maintenant également, il y a un autre bloc, c'est-à-dire que le bloc de Ouattara avec Macky Sall et tout, qui sont pro-français, ils doivent donc lutter contre le bloc qui est pro-russe. Et on va donc arriver à une guerre où peut-être on verra une intervention de l'ONU, comme ça s'est passé au niveau de la Libye, en disant allons peut-être bombarder le Mali parce qu'ils ont pris tel en otage, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont fait ceci. L'Afrique n'est donc pas unie. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, qui encore plus va entraîner cette escalade sur le continent africain. D'abord, on aura un problème de l'inflation, parce que ce sera terrible lorsqu'il y aura la guerre, puisque l'Afrique n'a pas réussi à exploiter ses terres alors qu'elle a les terres arables. L'Afrique dépend de l'Ukraine, de la Russie, pour se nourrir. Et puis, au-delà de ça, on va se rendre compte que lorsque la guerre sera bel et bien totale, eh bien, même la Russie ne pourra plus aider certains pays d'Afrique. Parce que Vladimir Poutine va d'abord penser aux siens. Il faut se le dire. Et ça risque encore d'amener l'Afrique en marche arrière. Rappelez-vous, ce qui se passe aujourd'hui, c'est passé presque à l'époque des Patrice Lumumba. À cette époque, il y avait un sentiment anti-français, anti-américain. Et les panafricanistes étaient alignés vers les blocs communistes. Donc, vers le bloc socialiste, vers le bloc de l'URSS. Il faut se dire que tous, que ce soit Samora Machel, que ce soit même Mandela, disons-le, sans pour autant oublier Modibo, tous Lumumba, tous étaient alignés derrière, bien sûr, le bloc soviétique. Mais lorsque le bloc soviétique s'est effondré, eh bien, tous aussi, ils sont finis. Et il faut savoir que la France avait aussi contribué à ça. Puisqu'on se souvient, même en 83, prenons tout simplement une date récente, en 83, eh bien,
c'est Mitterrand qui avait soutenu le Bundestag en faisant que non seulement au niveau de la RDA, que les missiles soient installés là-bas et pour faire effondrer complètement le bloc soviétique. Lorsque ce bloc soviétique a donc eu pratiquement à s'évanouir, on a vu des conséquences sur l'Afrique. Et ces conséquences, on risque encore de les porter. De les porter parce que aujourd'hui la France est un peu pourchassée en Afrique. La France est pratiquement déjà au fond du gouffre. Les Africains, revenons à leurs anciennes amours. Rappelons par exemple que pour le 22 septembre 2020, 22 plutôt, le Mali fête ou a fêté ses 62 années d'accession à la magistrature, enfin pas à la magistrature suprême, mais à l'indépendance. Une fête qui a eu un symbole avec le colonel Mamadi Doumbouya qui a été accueilli par son homologue malien. Et là, c'est la reconstruction des blocs qu'on est en train de revoir. C'est l'ancien Mali qu'on est en train de revoir, qui est en train de renaître. Parce qu'en réalité, le Mali a toujours été un pays qui a voulu véritablement défendre sa souveraineté ou bien qui n'a pas voulu continuer avec l'ancien colon. Lorsqu'on se rappelle de cette date-là, aujourd'hui, elle est historique parce qu'on se retrouve exactement à la même situation qu'était le Mali de l'époque Modibo Keïta. Parce que lorsque le Mali devient indépendant, qu'est-ce qui va se passer? Modibo Keïta va se débarrasser de la France pour tendre les bras à l'URSS. Et d'ailleurs, le 26 janvier 2026, 1960, excusez-moi, eh bien, Modibo Keïta va d'abord accueillir l'ambassade de l'Union soviétique à Bamako. Et puis en février, ils vont signer les accords. Ces accords qui seront exactement comme ceux d'aujourd'hui, à savoir les accords où la Russie, où l'Union soviétique va accepter apporter de l'aide au peuple malien. Et la France est bottée dehors, en touche. Modibo Keïta va signer ces accords qui vont faire, par exemple, que même le stade de Bamako a été construit par les Russes. Et il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits là-bas, même sur le plan culturel. C'est les Soviétiques qui apportaient encore cette aide. Et même l'assistance militaire avec 50 instructeurs pour l'armée de terre et puis 30 pour l'armée de l'air au niveau de la réorganisation de l'armée malienne. Et d'ailleurs, cette coopération a été immense dans la mesure où en février 1960, justement, le bloc soviétique ou alors l'URSS gagnait un contrat de pouvoir exploiter les mines l'or dans tout le Mali. Mais malheureusement, après 8 ans de recherche, le bloc soviétique n'avait pas pu trouver de l'or. Mais néanmoins, avait fait venir un autre intervenant qui était la Tchécoslovaquie. Et du coup, la France, le Mali avait 3 partenaires. Donc il y avait non seulement l'URSS, et il y avait également aussi la Tchécoslovaquie et surtout, il y avait la Chine. Mais sauf que la Chine, par la suite, va devenir concurrente à l'URSS. Et c'est ça qui va un peu, non seulement fragiliser, mais en même temps, le Mali avait bénéficié grassement de la concurrence entre ces grands géants pour pouvoir se faire de l'argent et pour pouvoir avancer. Ce n'est que en 1967, bien sûr que lorsque Modibo Keïta glisse et qu'il va perdre pratiquement le pouvoir, que la France va revenir au secours
pour finalement s'installer pour voir ce qu'il y a eu entre-temps et surtout que le bloc soviétique, lui aussi, il a été affaibli. Ce qu'on voit donc aujourd'hui au Mali, le Mali avec ses 62 ans, est en train de reprendre l'élan d'avant en se barrant, ne voulant plus jouer des chairs à canon, même dans cette guerre qui est en train d'arriver. Mais nous, bien sûr au niveau de l'Afrique francophone, centrale, ou même d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, ce qui va se passer, c'est que justement, on va encore venir utiliser d'autres Africains comme la chair à canon. Le Mali donc, bien qu'il ne soit pas totalement rétabli, bien qu'on ne puisse pas avoir une certaine visibilité par rapport à sa politique, de ce qui va se passer, mais on sait aujourd'hui que au moins les hommes politiques du Mali ont voulu revendiquer la souveraineté en faisant partir les bases armées françaises. On ne peut pas dire qu'on est un pays indépendant, qu'on est souverain, alors qu'on garde les bases françaises chez soi. On ne peut pas prétendre être un président alors que c'est la France qui vous installe au pouvoir avec son armée. De même, la France ne peut pas prétendre critiquer Vladimir Poutine pour ses intrusions en Ukraine, alors qu'elle fait autant en Afrique. De même, les États-Unis ne peuvent pas critiquer Poutine, ne peuvent pas montrer l'exemple en disant que c'est eux qui sont des gendarmes du monde, alors qu'ils ont aussi des stocks d'armes nucléaires et qu'ils ont été les premiers à en fabriquer. Ils ont été les premiers à créer la bombe hydrogène. Ils ont été les premiers à aller bombarder des pays. Ils ont été les premiers à faire des crimes contre l'humanité, mais n'ont jamais été jugés. Alors, cette guerre qui est en train de se passer aujourd'hui ne pourrait plus être comme celle de nos ancêtres, qui n'avaient pas les clés de la géopolitique, qui ne savaient pas là où ils allaient. Chacun d'entre nous doit savoir que cette guerre le concerne. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un bar, parce que vous êtes à Yaoundé, parce que vous êtes à N'Djamena, parce que vous êtes à tel ou tel endroit que vous allez dire que ça ne va pas vous atteindre. Mais non, ça va vous atteindre. Puisque lorsqu'il pleut à Paris, il y a inondation en Afrique centrale ou en Afrique francophone. Lorsqu'on tousse à Paris, eh bien on attrape la grippe en Afrique. Et lorsque maintenant ces géants sont en train de bagarrer, eh bien on se retrouve justement dans un cycle infernal où on ne peut pas échapper. Nous devons donc, au-delà de tout ce que nous pouvons croire, au moins être conscients de ce qui est en train de se dessiner. Le nouveau monde avec l'Afrique ou sans l'Afrique. Et pour que ce soit avec l'Afrique, il faudrait déjà que vous observiez ceux qui sont là partout là-bas et qui ont déjà vendu vos pays et qui vont aussi vous pousser à aller demain ou après-demain, peut-être dans une guerre, que ce soit en France ou n'importe où. Regardez ce qui se passe. Lorsqu'il y a une guerre quelque part, ne voyez-vous pas vos chefs d'État déléguer des militaires, des policiers, sous prétexte que ce sont les policiers ou les gendarmes ou les militaires de l'ONU? Oui, l'ONU est là pour uniquement aussi dicter, puisque aucun pays africain n'est représenté à l'ONU. La France représente les pays africains à l'ONU. Et la France insiste à ce que ces pays africains n'y soient pas représentés parce qu'elle doit continuer à jouir de son droit de veto. La France va continuer à lutter
contre l'influence des États-Unis, pas des États-Unis, de la Russie, de l'Inde, et surtout dans ce qu'on appelle justement le golfe de Guinée. La guerre, puisque la Russie, elle aussi, elle est en train d'avancer à grands pas, que ce soit en République centrafricaine, que ce soit en Mali, la Russie est en train d'encercler, sans oublier les Américains qui sont derrière les Français à travers Africom et qui envoient les satellites contrôler. Tous vos pays-là sont contrôlés par les satellites américains. Lorsque, eh bien, il y aura un moment qu'on va dire que là, la Russie est en train de devenir très très fort, il faut aller l'attaquer là-bas. Ce ne sera pas ailleurs. Ce sera dans nos pays, dans vos pays. Ce sera en Afrique. Et on n'aura nos yeux que pour pleurer.